Un des thèmes récurrents qu'aborde Michel Houellebecq dans son La carte et le territoire est la question de la société de consommation. Comme on va le voir dans notre analyse, il développe une question plus profonde, mais il se concentre vraiment sur notre relation en tant qu'humain avec ce monde mondialisé et connecté. Ce qu'il y fait, c'est une véritable réflexion sur le monde d'objets qui nous entoure. Dans son histoire, l'objet ne correspond plus simplement à une production de l'humain, mais il est directement associé à notre identité, justement. Donc la question ici qui est abordée dans cette thématique et justement à laquelle on va essayer de répondre, c'est de quelle manière ces objets composent notre être et définissent notre monde, et par extension, ça va développer plusieurs questions. Donc, c'est surtout important de mettre maintenant notre évidence, notre rapport à l'objet, pardon. Ce dernier constitue notre identité, justement. Donc, ça constitue notre identité, mais de deux manières dans le livre. D'abord, elle constitue notre identité vis-à-vis des personnes, mais aussi vis-à-vis de la société. Parce que, en fait, comme c'est une représentation de notre être, ce serait une représentation de notre création, justement. En fait, notre création, c'est littéralement nous-mêmes. En fait, on reproduit par nous-mêmes, de nos mains, des objets qui correspondent justement à nos attentes et par extension, une partie de notre personnalité. Donc, on peut littéralement comparer ça à une identité que chacune des personnes a dans la société. Et ceci est propre à chaque objet. Et ceci peut être démontré à la page 166, où justement Michel Houellebecq parle de son rapport à l'objet, où il dit être un consommateur heureux, et où d'ailleurs il se plaint du manque qu'il a des objets qu'il utilisait fréquemment. Par exemple l'imprimante Canon Libris, justement, qu'il ne pourra plus utiliser et qui le rendait justement joyeux. Tous ces objets dont il parle provoquaient une joie et comblaient justement un manque intime. Donc ça définissait une partie de lui dans la mesure où justement ça définissait une joie. C'est là sa seule source de joie, comme il dit, c'était un consommateur heureux. Et justement où son côté intime, qui est justement une partie privée, est comblé par ces objets. Donc on peut littéralement comparer ça à une partie de lui qui est comblée par des objets et qui donc définit son identité. Donc pour la deuxième partie, on remarque justement l'identité de la société. Dans le passage aborde justement aussi ceci, car justement la situation des objets est révélatrice du type de société dans laquelle on vit. Dans la mesure où justement la conversation entre Jed et Houellebecq parle de ça. Au moment où par exemple Jed parle de la montre Rolex, qui est un objet mythique, qui en fait ça définit un objet avant la société de consommation. C'est un objet mythique qui est rare et qui est propre, qui a sa propre valeur et qui est unique. Et justement, c'est ce type d'objet qui va définir l'ancienne époque. Alors qu'aujourd'hui, notre société de consommation, donc une société moderne, notre type d'objet qui justement se renouvelle et qui sont produits rapidement et à la chaîne et qui sont par conséquent rares, définissent notre société moderne. Et en fait, ce type d'objet démontre justement le type de société qu'on est. Notre société moderne est en fait une société qui est rapide et qui favorise la productivité de toutes les mesures que ce soit par rapport à l'humain, par rapport aux objets, ou dans n'importe quel cadre. Donc en fait, la question ici, ça va être justement de développer la raison, de donner cette identité actuelle dans la carte et le territoire. On sent que le but de Michel Houellebecq est avant tout de poser une critique. Une critique de notre société de consommation. On peut faire un parallèle, petite digression que je me permets, un parallèle avec une autre œuvre, Émeric Caron, de son livre Utopia 21, qui a décrit dans notre société les individus comme n'étant plus les personnes qui créent l'objet, mais qui sont possédés par l'objet, qui ne sont pas maîtres de l'objet, qui sont soumis à l'objet. Ils sont définis par eux, et on retrouve cette même idée chez Michel Houellebecq, où comme on a dit avant, les objets font partie de nous. Et le souci dans cette société, c'est qu'elle va extrêmement rapidement, on enlève tout le côté unique, tout le côté singulier de chaque objet, en voulant constamment renouveler, en voulant constamment produire plus, en étant constamment dans cette société d'expansion. On est littéralement des esclaves, en fait. On est littéralement des esclaves, justement, de cette société. Parce que, en fait, la société nous impose, justement, des changements réguliers et fréquents. Et ces changements réguliers et fréquents, on peut rien y faire. C'est justement la société consommation et aussi la société capitaliste, je me permets, qui fait ça, en fait, justement. Et à cause de ça, justement, à cause de, justement, renouveler tous ces objets, à cause du renouvellement constant, c'est comme si on nous renouvelait tout le temps nous-mêmes, en fait. En fait, si on nous renouvelle nous,
justement, on vit plus dans un cadre normal. On vit dans un cadre où, justement, on peut plus vivre. On dépend toujours de quelque chose d'autre. On dépend pas de nos propres choix, de notre propre identité. C'est ça que, justement, la société de consommation, nous empêche de faire. En fait, il nous compare littéralement à des produits. Justement, c'est le passage dont je te parlais, Brian. Nous sommes aussi nous aussi, nous sommes des produits, poursuivit-il, des produits culturels. Aussi, nous serons frappés par d'obsolescence. Le fonctionnement du dispositif est identique à ceci près qu'il n'y a pas, en général, d'amélioration technique ou fonctionnelle évidente. En fait, le fait que notre identité soit définie par des objets, c'est qu'on devient pour cette société littéralement des objets, en fait. On est littéralement des objets pour cette société. Des objets qui vont rapporter de l'argent aux grands de cette société, justement. Donc on est véritablement, comme je t'ai dit avant, des esclaves. C'est cette société de consommation qui nous pousse au lieu de nous pousser au bien-être individuel, tente de nous pousser vers le bas, vers la désinformation et vers justement le fait de devenir un objet, au lieu de se concentrer sur l'essentiel, au lieu de se poser les questions importantes, à la place de ça, on reste bloqué dans le système, nous complaisant en fait dans notre vie à consommer toujours plus, à consommer de nouveaux produits. Ça devient limite notre but dans la vie. Enfin, d'une certaine manière, on est des produits qui permettent de rapporter à cette société en soi. On considère pas l'individu. Autant d'un côté, cette société va nous pousser à vouloir idéaliser les personnes, à vouloir idéaliser l'humain et vouloir se mettre en avant, que ce soit sur des réseaux sociaux ou quoi que ce soit, de vouloir montrer le meilleur de nous-mêmes. Autant à la fois, quand on y réfléchit avec un peu plus de recul, on se rend compte qu'on n'est pas grand-chose. Et on peut faire un lien entre le passage de la page 166 et une autre œuvre de Houellebecq. Dans ce passage de la page 166, il cite 3 objets qu'il utilise dans son quotidien et qui sont ses objets favoris, ses consommations favoris. Et il va les acheter, les racheter encore et encore au fur et à mesure. Une fois que l'un de ces objets est usé, il va racheter exactement le même modèle. Cela va faire de lui, comme il le dit, un consommateur heureux. Un consommateur heureux, il ne se considère pas comme étant heureux en général, mais au moins il a ça. Ces objets vont commencer à être vont être produits à la chaîne et vont être constamment augmentés, vont être constamment améliorés. Le but étant d'avoir un nouveau modèle pour complaire à la vie du consommateur en fait. Et on lui a donc enlevé cette joie d'avoir ces produits qui lui étaient chers, car les dirigeants finalement de cette économie ont décidé qu'il fallait miser plutôt sur le fait de se renouveler, le fait d'obtenir quelque chose de mieux, un meilleur. Et en parlant de cela, Michel Houellebecq va lâcher des larmes. Il va commencer à pleurer. Et cela va créer une sorte de malaise, une sorte de mal-être chez le lecteur. On se retrouve dans une situation, on ne sait pas trop quoi penser, on ne sait pas trop si c'est honnête ou non, car déjà Michel Houellebecq se représente lui-même dans son propre livre en tant que personnage, et cela crée une sorte de rapport bizarre qu'on a avec justement ce personnage, car on ne sait jamais si il doit être considéré comme un personnage de fiction ou s'il doit être considéré comme l'auteur. Et une scène comme ça, on la retrouve d'ailleurs dans une autre œuvre, dont je vais laisser Ellie parler. Ouais, comme l'a dit Brian, on peut tout à fait mettre cette scène en parallèle avec le film Thalasso, d'ailleurs vu en classe. Et c'est toi, Florian, ou Brian qui avait parlé de sa déception et de sa tristesse face à la perte de cet objet. Et du coup, il serait intéressant de comparer sa tristesse face à ça avec celle éprouvée face à la perte de sa grand-mère. Dans le film, justement, il se retrouve dans une scène où il parle avec Depardieu. Il commence à pleurer dès qu'il commence à parler de la mort de sa grand-mère, en effet. Voilà. Et du coup, on peut mettre en parallèle cette tristesse face à la perte de l'objet avec celle d'un proche. Et d'ailleurs, on le sait et on comprend très rapidement que Houellebecq, il a un sérieux problème avec la mort, que ça lui fait très peur et qu'il est vraiment pas à l'aise avec ça. Et du coup, la perte d'un objet pourrait être comparée de la sorte où Houellebecq, il a sûrement jamais pensé que ces objets qu'il rachetait perpétuellement pouvaient disparaître un jour. Et face à la disparition de ces derniers, il s'est senti complètement impuissant
est faible et bah justement il va carrément pleurer, donc ça le montre très bien. Et d'ailleurs, le mot impuissant, il l'utilise aussi à la fin de la page 166 pour décrire les objets en question, qui sont eux-mêmes impuissants. Et là, on peut comprendre qu'ils se sont impuissants, et il personnifie ces objets, et ça va faire un lien avec lui. Il va faire un lien avec lui. Comme tu l'as dit, il a peur, il a certainement bien un gros problème avec la mort, parce que la mort, ça signifie en fait la plus grosse faiblesse, le plus grand ennemi de l'humain. Voilà. Et l'impuissance, en fait. Comme ce mot très fort, bah justement l'impuissance, lui-même est impuissant face à la mort de ses proches, notamment de sa grand-mère, et sa grand-mère elle-même, comme les objets, sont impuissants face à cette disparition. Donc, dans ces deux œuvres, il montre cette peur et ce fait que la mort est plus forte que tout, plus forte que nous, et on voit que ça le dérange beaucoup. Et il va exprimer des choses tristes, il va exprimer des choses des choses qui mettent mal à l'aise, car c'est comme ça que la vie se présente en fait. Il va commencer à pleurer, il va faire pitié, il ne va pas se mettre en valeur, il va se mettre d'ailleurs complètement à l'inverse de cela. Il va nous montrer complètement la réalité des choses, et il va se montrer comme quelqu'un de misérable, car il pousse vraiment à la réflexion comme quoi l'humain est misérable. Il a pas cette habitude d'idéaliser la vie, d'idéaliser les événements comme dans tous les autres livres ou les autres films. Et le fait de nous mettre mal à l'aise déjà rien que par sa propre présence dans les films ou dans le livre, ça nous montre un peu, comme j'ai dit avant, sa transparence, le fait qu'il va pas chercher à être beau, à être bien, à être parfait. Et les photos de promotion pour son livre, en effet, on voit Michel Houellebecq torse nu, qui est dans un état peu terrible. Michel Houellebecq n'est pas quelqu'un qui donne l'impression de prendre beaucoup soin de lui, disons-nous. Ouais. Et du coup, à partir de ça, on peut aussi voir, justement, le comparer aux normes. Par exemple, dans les magazines, les mannequins sont souvent très beaux, très photoshopés, pour justement paraître parfait, ce qui va totalement à l'encontre de la réalité. Et lui, il est très très terre à terre, très. Il n'est pas du tout dans le romancé, ouais. Voilà, réaliste. Et on le ressent dans le film, et c'est ça qui aussi nous met sûrement mal à l'aise, quoi. Et on retrouve même ça dans le livre, où il aura tendance à faire des descriptions extrêmement longues et ennuyeuses d'objets, car en fait il ne va pas commencer à romancer, il va décrire les choses telles qu'elles sont, il va décrire le monde tel qu'il est, il le trouve très laid actuellement. Il essaye vraiment d'avoir ce côté très terre à terre et de nous montrer la réalité, ce qui s'oppose d'ailleurs justement à ce qu'il critique le plus, la société de consommation. On veut toujours idéaliser les choses. Donc on revient toujours sur ces mêmes thématiques, où on se rend compte qu'on a là un personnage très intéressant, car paraissant très cynique, pourtant pouvant provoquer une certaine pitié, un certain dégoût, et surtout avant tout une extrême sincérité. Je me permets de conclure en refaisant référence à ce que j'ai cité plus tôt, Utopia 21 d'Émeric Caron, où l'auteur en question essaye de développer un idéal sociétal, une utopie. Or, on a pu voir une critique similaire à celle de Houellebecq quant à notre société actuelle, mais Houellebecq n'essaye pas de développer un idéal, il ne fait que nous montrer la réalité et nous mettre face à elle. Et c'est ce qui fait, je pense, la spécificité de Michel Houellebecq.